Ouais, on t'entend très bien, machallah. Super. Tu peux continuer. Bienvenue à chacun, à chacune à ce premier débat. Donc le premier une série qui sera aussi longue que ce confinement. Alors je vous remercie tous et toutes d'être nombreux aujourd'hui. Vous venez des quatre coins de la France et aussi de la Belgique, mais malgré la distance qui nous sépare, on a ce même but qui nous réunit ici ce soir, c'est celui d'échanger et d'apprendre. Que Dieu unisse nos cœurs et mette la baraka dans cette assise. Avant de laisser la parole à notre frère Abdelali, je vais rapidement expliquer et clarifier ce concept. Et d'ailleurs, je pense que ça reste une première débat, un échange d'une manière un peu virtuelle. Mais quoi qu'il en soit, on fera le nécessaire pour vous permettre de profiter un maximum de ces assises. Premièrement, peut-être expliquer d'où vient cette idée. Et donc, cette idée a deux origines. Donc, avec Mohamed et Abdelali. Alors, Abdelali, vous allez apprendre à le connaître tout au long de l'intervention. Et puis, il va se présenter avant de commencer. Et Mohamed, c'est un étudiant de l'USH actuellement. Il est en parallèle professeur de mathématiques et aussi le responsable et référent du CCIF à Château-Chinon. Et donc, nous avons pas mal de groupes WhatsApp en commun. Et comme souvent, lors d'une actualité, bah, ça débat, ça part dans tous les sens. Et comme toujours, on en sort frustré et déçu. Et surtout, sans aucune conclusion. Et on s'est posé la question, comment répondre à ce besoin et surtout sous quelle forme. Et nous en avons conclu qu'il faut créer un espace d'échange et débat sur une plateforme et permettre aux gens de s'exprimer sur l'actualité et donner leur avis, défendre leurs opinions, et tout ça dans un cadre qu'on a nous-mêmes défini, donc notamment à travers cette charte que vous avez reçue sur le WhatsApp. Deuxièmement, on a aussi constaté avec les frères, et puis c'est un constat que vous partagez certainement, que beaucoup trop de musulmans ignorent l'essentiel de l'actualité. Trop de musulmans ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en France, à ce qui se passe devant chez eux, alors que les textes et l'histoire en général nous invitent à être connectés avec notre réalité. Mais quand je parle d'être à jour au niveau de l'actualité, attention, je parle nullement des informations futiles autour d'un événement qui traverse la société en général, mais bien en comprendre l'origine et la cause. Et ces débats, Inch'Allah, vont souvent répondre à ces interrogations. Et donc, nous allons chaque semaine aborder un sujet différent concernant l'actualité ou des questions que l'on se pose tous et toutes, mais qui sont rarement ou bien souvent mal abordées, soit par manque d'information ou alors d'objectivité. Aussi, on abordera les sujets de différentes manières. Exemple, ce soir, on n'a qu'un seul intervenant, et puis donc on va laisser place à l'échange des questions. Ou alors, par moment, et ça dépendra du sujet, on fera des face-à-face entre les deux intervenants. Donc, juste après cette assise, on ouvrira donc les messages sur WhatsApp pour que vous puissiez nous proposer les sujets à aborder, même si j'ai déjà pris note des sujets qui ont été dits cet après-midi. Et donc, comme vous l'avez marqué, hein, on a décidé de fermer ce groupe WhatsApp afin d'éviter un surplus de messages et d'informations susceptibles de faire fuir certains. Et donc, pour ce soir, le déroulement de cette assise sera assez simple. Donc, l'intervenant aura entre 30 et 45 minutes pour aborder son sujet et s'en suivra d'un échange d'une demi-heure, 45 minutes de questions. Et donc, les personnes qui veulent débattre devront lever la main et n'oubliez pas que vous êtes les acteurs du débat de ce soir. Et donc, la thématique choisie aujourd'hui, la quatrième présence musulmane en France et les conditions de sa pérennité. Car pour comprendre en fait notre réalité aujourd'hui, ou plutôt préserver cette communauté d'une réalité vécue déjà il y a quelques siècles, on se doit tout simplement de revenir à l'histoire. Et revenir à l'histoire, c'est rester fidèle à la philosophie même du Coran, car un tiers du Coran nous relate les histoires de nos ancêtres. Et le Coran nous invite à tirer des enseignements du passé et des personnes qui nous ont précédés. D'ailleurs, l'imam Shafi'i dira, la connaissance de l'histoire élargit l'esprit et minimise les erreurs. Elle va élargir notre esprit et nous inviter à accepter l'autre dans sa différence et ses idées et minimiser les erreurs, car tirer des leçons, c'est aussi éviter de reproduire les mêmes erreurs et surtout réussir, ou plutôt continuer là où se sont arrêtés ceux qui nous ont précédés. Et d'ailleurs, à l'heure où l'islam est attaqué de partout, la thématique prend tout son sens aujourd'hui et elle nous concerne tous en tant que musulmans européens, car dans l'histoire de l'Europe et la France en particulier, on a vu plusieurs présences musulmanes, toutes ont disparu. Comment? Pourquoi?
Et surtout, que faire pour ne pas avoir la même destinée? C'est ce que va tenter de répondre notre frère Abdelali tout de suite. Barakallahu fikoum. Abdelali, je te laisse la parole. Mohamed, est-ce que tu peux lui activer son micro? Attendez, parce que là, est-ce que vous m'entendez déjà, moi? Est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure? Oui, on t'entend. Oui, on C'est bon. Moi, vous m'avez entendu, très bien. Mon micro est ouvert. Oui, là. on t'a entendu. Salihou. Ok. Masha'Allah. Mohamed, Abdelali, Oui, c'est bon. Est-ce que tu m'entends là? très bien, je t'entends. Bah, c'est bon. Barakallahu fik. Donc, je commence, c'est bon? Tafadal. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je te remercie Saleh pour donc me passer la parole à cette première assise effectivement qui est quelque chose d'original qui a été imaginé suite comme tu l'as dit, aux frustrations que nous avions dans les échanges WhatsApp qui sont vraiment pas adaptés. C'est vrai que moi je regrette beaucoup de mes messages très courts, pas complets et difficilement compréhensibles par rapport à l'actualité notamment. Et c'est vrai que créer des espaces d'échange, c'est très important. C'est très important de pouvoir s'exprimer dans des lieux pour que chacun puisse donner son opinion. Donc, vous m'avez proposé d'approfondir une idée que je diffuse régulièrement dans nos réseaux, sur cette question qui me tracasse moi personnellement, effectivement, puisque ça fait une quinzaine d'années que je réfléchis dessus. Et donc, je vous propose ce soir une petite synthèse, c'est juste quelques pistes, parce que c'est un sujet qui est très profond, qui engage notre avenir et qui parle de dizaines d'années d'histoire musulmane récente. Donc, ce n'est pas effectivement ce soir une assise qu'on va pouvoir aborder l'avenir des musulmans avec toutes les problématiques que ça soulève. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous donner quelques pistes de réflexion que j'ai élaborées depuis quelques années, qui semblent et je vous propose de les prendre et d'en discuter, de me donner votre avis, d'échanger, de les critiquer et de voir si elles ont une certaine cohérence et pertinence, ou en tout cas des débuts de réponse. Donc, je vous propose… Sam, Abdelali, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? On m'entend mal, c'est ça? Non, voilà. Rapproche-toi du micro, Bella. Alors, attends, je vais Voilà. Là, le micro, je l'ai augmenté. C'est bon comme ça? C'est impeccable, comme ça, on C'est bien comme ça? Très bien. Ok, donc je continue. Ce que je disais auparavant, il était audible ou pas? Moi, je n'ai pas entendu. Saleh, tu me rassures? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je continue. Donc, je vous propose donc comme titre, je l'ai appelé donc Musulmans de France, la quatrième vague, piste de réflexion à propos des conditions de survie d'un Occident islamique. C'est effectivement un titre inspirant qui soulève une question de fond, à savoir cette nouvelle présence musulmane récente, contemporaine, notamment en Europe de l'Ouest et plus particulièrement en France, donc, qui est un pays particulier, qui a un rapport particulier avec l'islam d'ailleurs. Est-ce que cette présence a des chances de subsister, sachant que ce n'est pas la première? On pourrait simplifier en disant que c'est la quatrième tentative ou quatrième vague, comme je l'ai appelé, puisque finalement, l'islam est toujours arrivé par vague migratoire. Donc, je vous propose quelques éléments d'analyse et de réflexion. Et ensuite, Inch'Allah, on en débat plus en profondeur. Donc, j'ai essayé d'articuler ça sur un certain nombre de points, une petite introduction rapide pour vous dire un peu comment se pose la problématique, ou en tout cas le sujet d'où je parle essentiellement et pourquoi j'en parle. Les termes du débat tels qu'ils devraient être posés à mon sens, parler un peu effectivement des vagues historiques précédentes pour en tirer des leçons et réfléchir un peu sur les points, les éléments d'analyse qui pourraient nous donner des critères de compréhension positive pour savoir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça pourrait éventuellement marcher demain, en parlant de sa dernière présence musulmane qui est la nôtre. Excuse-moi, je te recoupe, Abdelali. Je t'entends plus. Tu parles vraiment plus fort auprès du micro. Ben, en fait, je crois que c'est parce que mon micro… Ouais, mais c'est parce que le micro… Attends, il faut que je le règle à nouveau parce il me semble qu'il bouge tout seul. Attends, il se règle tout seul, en fait. Il descend à chaque fois.
Non, bah écoute, le micro il est au maximum là, hein. Est-ce que tu m'entends comme ça, C'est Mohamed? impeccable comme ça. Ok, bon, khair, Inch'Allah. Donc, je continue sur le sommaire donc, de l'intervention. J'en étais donc aux différents scénarios possibles, à mon sens, qui peuvent se dessiner compte tenu notamment de l'actualité. J'essaierai ensuite de proposer quelques éléments concernant les conditions de la pérennité, c'est-à-dire quelles pourraient être les conditions positives qui pourraient nous garantir une certaine pérennité du fait musulman et de la présence musulmane en France, et parler aussi des différentes stratégies possibles dans une logique de survie identitaire ou dans la survie de la religion musulmane et de sa représentation, sachant qu'on est dans un territoire qui a une histoire tendue et hostile avec la question religieuse. Donc, avant d'aller plus loin, d'où je parle, parce que c'est important, je pense que parmi vous, il y a des étudiants, notamment en sciences sociales, en sciences humaines. Donc, moi, effectivement, je parle à partir d'un parcours. Bon, certains d'entre vous, je les connais, me connaissent, d'autres me connaissent moins. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir très tôt, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, connu les prémices et les débuts de la structuration de l'islam en France. Et alhamdoulilah, j'ai un parcours associatif de plus de 30 ans, 32 ans quasiment maintenant, où j'ai pu observer, découvrir les premières mosquées, les activités d'encadrement dans les mosquées il y a plus d'une trentaine d'années, des petites salles de prière. Ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de voir les tout premiers bourgers, la mise en place des infrastructures et des associations musulmanes spécialisées, puis avec le temps, la spécialisation des structures, l'apparition des livres. Moi, j'ai connu la bibliothèque musulmane française francophone en 86, 85, 87. Il y avait 3 livres à l'époque en langue française. Les premiers livres en langue française sur la question musulmane se vendaient dans les cafés dans les années 80. Entre autres, il y avait les mourides sénégalais qui vendaient ça dans les cafés avec des bracelets. Et il y avait le livre Les 5 piliers de l'islam en papier orange qui venait de l'Arabie Saoudite, les livres essentiellement d'Arabie Saoudite qui étaient traduits dans un français approximatif parfois. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est à plus de 1000 titres ou 1200 titres en langue française dans la bibliothèque musulmane française. Donc vous voyez, il y a eu un grand parcours. Il y a eu une grande histoire, on va dire, de production et de spécialisation. Les associations musulmanes, les mosquées, les associations spécialisées pour la femme, pour les étudiants, pour l'édition, les structures, les sites internet, les sites d'information, les structures spécialisées en termes de droit, en termes de défense des droits, etc. Donc, il y a effectivement une évolution très profonde. Et j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, d'avoir vécu beaucoup de ces grands moments, y compris la naissance de l'IESH, par exemple. Avant que l'IESH se crée en institut à Château-Chinon, on organisait déjà des camps d'été pour les jeunes adolescents avec 200, 300 jeunes, où on abordait en vérité les mêmes questions. Il y a 30 ans, on parlait de la question des musulmans, le rapport à la laïcité, la question de la visibilité de l'islam, le hijab, la cohabitation avec les non-musulmans, etc. Et cette question, finalement, elle reste un sujet majeur. Elle n'a pas bougé. C'est une question qui est permanente. La structuration des musulmans s'améliore, la modernisation des outils de communication et les outils de transmission de la religion s'améliore, mais finalement, le sujet reste le même, la cohabitation entre les musulmans et la France. Et c'est une très, très, très vieille question finalement, parce que la France, elle a cette question centrale depuis toujours. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses musulmans? Qu'est-ce que la France a fait avec l'islam dans l'histoire? Elle s'est construite en opposition avec l'islam, dès Charlemagne déjà. C'est un sujet récurrent dans son histoire. Et la France, elle a une relation particulière avec le monde de l'islam et avec ses propres musulmans. Pendant la période coloniale, elle a été la première puissance musulmane d'Occident. Elle régnait sur les musulmans de l'Extrême-Orient jusqu'à dans les îles, en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est un sujet majeur, c'est une question fondamentale qui nous concerne tous, qui concerne surtout nos enfants et peut-être même demain nos petits-enfants, puisque on commence à avoir à être, pour certains, beaux-pères, pour d'autres, des frères que j'ai connus dans les activités des années 80 sont déjà grands-pères. Donc voilà, le temps passe vite. On est déjà la 3e génération de petits musulmans qui ont maintenant 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et le temps passe vite. Et donc, ça devient une question majeure. Et les nouvelles générations qui arrivent, notamment, je pense aux étudiants, qui ont aujourd'hui 20, 30 ans, qui sont dans une phase d'études et d'analyse, c'est un rôle majeur, à mon sens, de résoudre cette grande question des conditions de pérennité et de continuité de la communauté musulmane en France. Alors, le terme du débat, je vous propose de le centrer de cette façon-là. Jusqu'à présent, on parlait de la question des musulmans de France à travers un angle théologique, c'est-à-dire
qu'on considérait que c'était d'abord une question de fiqh. On disait l'aqaliyat al-muslima fi al-gharb, comment vivre l'islam dans un territoire non musulman. Est-ce que d'abord c'est halal, est-ce que yajouz, est-ce que la yajouz, la mise en place au tout début du Majlis l'Ifta à l'échelle européenne. Avant ça même, la problématique, il y a eu des premiers ouvrages qui ont été édités, notamment par l'OIF dans les années 84-85. Il y a une petite risala qui a été étudiée sur cette question-là. Puis, petit à petit, il s'agissait de structurer le culte, avec la naissance du CFCM notamment, les grandes fédérations musulmanes, et ça a toujours été un débat théologique, c'est-à-dire un fiqh d'adaptation, une sélection en termes théologiques des avis les plus à même de répondre aux besoins des musulmans dans leur pratique et dans leur situation sociale, économique et autres. De notre point de vue à nous, on a toujours abordé ça sur le plan théologique globalement. Sur le plan de la société, l'islam est d'abord une question médiatique, comme vous le savez, c'est un sujet récurrent dans les médias, avec une vision qui est plutôt islamo-sceptique à minimum, si ce n'est pas parfois bien sûr islamophobe, et aussi sécuritaire d'un point de vue du pouvoir politique. Et islamo-scepticisme ou islamophobie, on va dire institutionnelle, comme vision sécuritaire, c'est aussi une longue tradition de l'État français. Parce que pendant la colonisation, ça a été une vision en majorité sceptique sur le plan, voilà, les musulmans peuvent-ils être des sujets de l'Empire ou pas? Est-ce que les musulmans peuvent cohabiter dans l'espace laïque français? La question sécuritaire, bien sûr, qui était d'abord militaire au départ avec la colonisation, qui est devenue sécuritaire après avec les bureaux arabes, puis les services de renseignement qui suivent cette question-là avec la géopolitique mondiale que vous connaissez. Et donc, cette approche ancienne, qui est pour nous plus théologique et qui est du point de vue, on va dire, de la société médiatico-politique et sécuritaire, elle a mis de côté une autre question, une autre approche qui n'a pas été abordée, qui est une approche plutôt identitaire et culturelle. Ça veut dire que nous, on a traité la question théologique comme si tous les musulmans étaient pareils. On parle des musulmans de France, mais en vérité, il y a des musulmans, il y a des diasporas musulmanes, il y a des communautés musulmanes qui viennent de plusieurs dizaines de contrées différentes avec un rapport à un tas de questions, l'argent, la femme, le pouvoir, l'hiérarchie, le non-musulman, la laïcité, etc., qui est différent. Un Afghan fraîchement débarqué ou un migrant fraîchement débarqué n'a pas le même rapport à ces questions-là qu'un Turc encadré dans sa communauté, en lien maintenant avec une Turquie qui a une vision, on va dire, affirmative de son histoire ottomane, qui est une république laïque, qui n'a rien à voir non plus avec l'islam consulaire marocain géré par les Saints, qui est différent encore de la convertie qui ne sont pas organisés en communauté. Bref, il y a des identités culturelles différentes en vérité. Il y a des identités culturelles et nous, on parle d'une théologie unitaire. On parle d'un fiqh adapté à la réalité qui pourrait répondre aux besoins de tous les musulmans de France. Mais en vérité, on est des communautés, des diasporas musulmanes. Donc en vérité, on a une multitude d'identités culturelles, une multitude d'identités sociales avec des besoins et des attentes qui ne sont pas les mêmes. Le migrant musulman qui vient d'arriver récemment de Syrie, il n'a pas les mêmes attentes qu'un Français musulman de la 3e génération qui n'a pas nécessairement la même approche qu'un jeune Turc formé par le Méli Görüş en France pour être un cadre au service de la communauté turque avec une vie en lien avec le pouvoir turc aujourd'hui et qui n'a pas nécessairement les mêmes besoins, ni les mêmes aspirations, ni la même vision du futur qu'un Français converti de la 2e génération dont les parents remontent à 5 siècles en arrière. Donc, il y a un fait musulman qui est très divers. Donc, il y a plusieurs identités, il y a plusieurs diasporas même. Donc, il y a un multiculturalisme, à mon sens, musulman. Et la question, c'est qu'on est tous musulmans, officiellement. On est tous censés être des musulmans de France. Donc, la question d'un multiculturalisme, c'est-à-dire plein de communautés, plein de diasporas différentes, avec des visions, des attentes, un rapport à la religion et tout le reste différent, mais qui s'annonce ou qui s'affirme comme étant musulmans, c'est-à-dire une communauté musulmane, est-ce que finalement c'est viable? Est-ce que ça peut tenir la route? Est-ce que finalement l'idée de dire on veut une théologie unitaire, un fiqh qui peut répondre à l'attente globale des musulmans, donc une espèce de théologie unique, est-ce que c'est cohérent? Parce qu'effectivement, une théologie unique, elle permet à un islam de s'enraciner, de s'installer et d'aller vers le futur. Est-ce que ça peut tenir avec un fait culturel très divers? Et ça, on le voit même dans les institutions musulmanes. Quand on les connaît de l'intérieur, même les institutions musulmanes qui ont une vision fraternelle, on est des musulmans, on est ensemble, l'avenir des musulmans, on ne cherche pas le pouvoir, l'intérêt c'est la communauté, etc., etc. Quand on analyse sur le plan sociologique, sur le plan des rapports de force, il y a des prégnances. Il y a effectivement les gens qui sont plutôt issus du Maghreb n'ont pas le même rapport à
la discipline, à la décision, aux intérêts politiques, etc., que par exemple les gens du Moyen-Orient. Et dans les mêmes institutions, même dans l'islam consulaire, dans l'islam par exemple algérien tenu par la communauté, par la mosquée de Paris, si vous allez à l'intérieur, il y a des rapports de force qui sont en lien avec les mêmes rapports de force qui sont au sein du pouvoir algérien. Donc finalement, l'islam en tant que fait religieux, il est détenu par une multitude de collectivités, des organisations politiques ou organisationnelles, associatives, qui ont des fonctionnements très, très, très divers et qui font que finalement, on a un islam éclaté, on a une organisation de l'islam finalement qui est impossible, une incapacité, on le voit bien avec le ramadan depuis 30 ans, une incapacité à produire une théologie unique, un avis juridique majoritaire dominant, comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans qui sont organisés sur un fiqh majoritaire, même s'il y a des divergences, etc. Mais il y a, en tout cas, il y a une espèce d'unité de fait. Et donc, ce multiculturalisme, il est dans la réalité. Et il est aussi cohérent avec quoi? Avec un discours politique français qui dit que le multiculturalisme, c'est un avenir, c'est positif depuis 30 ans, l'antiracisme, c'est important, il faut faire, tout le monde doit vivre ensemble, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Et donc ce multiculturalisme, cet antiracisme, nous on l'a intégré. C'est normal qu'on soit plein de communautés différentes, etc. Et on est tous musulmans. Et donc on essaie de faire cohabiter ça avec l'islam, alors que ce multiculturalisme, en vérité, il engendre une partie de nos divisions naturelles. Et ça, on le voit dans notre histoire. Si on remonte dans l'histoire, on va le voir, notamment ce qui a fait que les musulmans, notamment dans l'Andalous et dans le sud de la France, ont disparu. C'est entre autres à cause de ça. Parce qu'il y avait au moins quasiment une dizaine de communautés différentes entre les Arabes d'Arabie, les Arabes yéménites, les Arabo-chamis, une partie donc de Berbères, les Visigoths convertis, les Dhimmis, tout ça qui constituait le grand Andalous et l'islam du sud de la France, a explosé à cause de ces divergences, on va dire, communautaires, culturelles, qui créent une hétérogénéité politique. Donc, en résumé, le terme du débat, on peut le poser ainsi. Il y a une absence d'homogénéité culturelle au sein des musulmans de France, parce qu'il y a plusieurs encore diasporas, même dans les deuxième et troisième générations. Il y a cette difficulté-là identitaire. Vous connaissez l'histoire du drapeau algérien, on retrouve partout. Il paraît que même récemment, en Amérique, avec une manifestation pro-Trump, on a vu un drapeau algérien qui est sorti. Il était là. Donc, il y a toujours cette question culturelle, cette question identitaire qui est en arrière-plan, y compris chez nos enfants et nos arrière-petits-enfants, qui vient soulever un problème de fond, qui est le problème de l'identité culturelle, c'est-à-dire finalement à quel espace culturel majoritaire on appartient vraiment. Donc, voilà un peu le débat dans les termes très larges, où je voudrais le poser pour pouvoir poser finalement une question simple qui est: est-ce que ce multiculturalisme réel dans les faits, qu'on n'arrive pas à freiner pour aller vers une unité communautaire culturelle, parce qu'on est plusieurs, on est divers, est-ce que ce multiculturalisme, il est un élément de force, de renforcement d'un islam qui peut être demain national, qui est un islam d'ici, ou un facteur d'appauvrissement? Ou est-ce que sauvegarder l'islam dans des entités diverses, un islam comorien en lien avec l'histoire des Comoriens, lors de sa dimension soufie, un peu hanafite, avec une logique communautaire très hiérarchisée, l'islam ottoman turc, l'islam malékite marocain contrôlé, etc. Est-ce que toutes ces organisations finalement qui se maintiennent sont des facteurs de renforcement de l'islam en France, ou au contraire un facteur d'appauvrissement? Je reviens à l'histoire effectivement rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Je vous fais un topo rapide effectivement sur l'histoire. Comme vous le savez, donc, on a eu plusieurs vagues de présence musulmane. Donc, les musulmans sont arrivés, ont traversé les Pyrénées françaises en 717, en 711 le détroit de Gibraltar, et globalement sont restés jusqu'à la fin quasiment du Xe siècle, avec les derniers contingents musulmans qui ont quitté la Provence. Vous connaissez bien sûr le fameux épisode de 732 et le mythe de Poitiers, donc cette fameuse bataille qui était plus une bataille liée à une razzia, et qui d'ailleurs, sur laquelle on manque beaucoup d'éléments historiques. Mais c'est intéressant parce que la France a construit un mythe historique et un roman national autour de cette bataille pour effectivement, déjà en 732, vous imaginez, on est à pratiquement 14 siècles en arrière, à construire une frontière avec le monde de l'islam et avec l'islam conquérant, parce qu'on était face à une France qui se construisait, une France chrétienne. Le christianisme a une vocation universelle, l'islam en a une aussi, un empire français qui commençait à s'établir, à se constituer, une grande France, et un empire musulman en face. Donc finalement, on a deux universels qui s'opposent depuis très longtemps. Et j'ai voulu aussi ici vous mettre, c'est une pièce de théâtre avec les costumes qui sont là, c'est Mounoudza, le berbère, qui a conquis donc, avec Tariq ibn Ziyad l'Andalous, et qui a été chargé aussi, qui était gouverneur en France, donc dans le sud de la France, quand les musulmans sont arrivés.
Et vous avez ici, tout de suite, dès cette époque-là, la tragédie du CFCM d'aujourd'hui et des divisions musulmanes depuis toujours, puisque ce même Mounoudza, qui était le bras droit de Tariq ibn Ziyad, il a fini finalement par s'allier avec Eudes d'Aquitaine, dont il a épousé la fille qui est là. Et ces hommes ont même participé dans cette fameuse bataille de Poitiers. Et bien, du côté de Charles Martel, il y avait des hommes à Mounoudza qui étaient là. Donc, il y avait déjà les divisions du CFCM ici. Vous aviez déjà les bagarres intermusulmanes et les divisions, parce que lui, effectivement, il était berbère et qu'il a rejoint, on va dire, une tendance chez les berbères de l'époque qui était en opposition avec une certaine logique arabe ethnique, hiérarchique et militaire sur lesquels donc ils divergeaient. Donc voilà, ça c'était la première vague et cette première vague n'a pas tenu en France, elle est repartie parce que sa base arrière qui était l'Andalous, en s'effritant avec le temps, nécessairement la présence musulmane dans la France du sud, dans le sud de la France, a fini par disparaître et c'est une première invasion, une première vague plutôt, qui était une vague, on va dire, fondée, comme dans l'histoire du monde depuis toujours, par les invasions militaires et c'était le premier choc avec l'islam. Ensuite, vous aviez cette Andalous qui s'écroule tout doucement, comme vous le savez, 1492, la chute de Grenade, et les musulmans qui partent, donc qui ne survivent pas. Donc, stratégie de survie, il y en a eu plusieurs. La première, c'était de fuir l'Empire ottoman, fuir au Maghreb, et ou rester pour les plus faibles. Ça, c'est un sujet très important, les Mauresques, parce que nous avons aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler de leaders musulmans. J'ai théorisé ça il y a longtemps, en disant, il y a plus de 15 ans, quand même et notamment aussi à l'époque des révoltes arabes, je vous ai remarqué que beaucoup de leaders de l'islam en France et en Europe ont retrouvé leur identité culturelle d'origine, leur militantisme ethno-culturel et finalement ont abandonné leur association locale qu'ils avaient créée en Suède, en France, en Angleterre et ailleurs et sont partis en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie pour militer pour leur cause nationale, pour leur cause ethno-culturelle d'origine, c'est-à-dire là où ils ont été socialisés quand ils avaient, avant d'avoir 20 ans et de venir en France pour finir leurs études, ils sont retournés dans leur terre d'origine. Donc ici, nous avons la deuxième vague qui est l'arrivée des Mauresques, qui survivants, parce que les Mauresques les plus faibles n'ont pas pu partir, donc l'élite est partie, elle a quitté ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient des réseaux. Les musulmans d'Espagne donc, ont quitté l'Espagne et les Mauresques sont restés. Puis, comme vous le savez, ils ont été obligés de se convertir. Puis, il y a eu l'Inquisition. Et au à la fin au début du XVIIe siècle, ils ont été accueillis en France. Officiellement, ils étaient chrétiens, mais il y avait encore des traces d'islam parmi eux. Les différents historiens parlent de 45 000 à 170 000 Mauresques accueillis en France. Ils ont finalement pas survécu dans leur identité mauresque. Ils ont perdu leur arabe en partie déjà en arrivant et toute leur tradition, y compris même le henné des femmes, le hanna des femmes, a fini par disparaître et ils se sont totalement dissous sur le plan religieux et totalement assimilés sur le plan culturel pour se fondre dans la masse française. Juste avant, il y avait, comme vous le savez, François Ier, en 1536, qui fait une grande alliance avec les Ottomans et qui sera la plus longue alliance de l'histoire de France. Et ça, c'est l'ambivalence française avec l'islam. Elle a aussi ce côté-là, c'est-à-dire un côté majoritairement d'opposition et de tension, militaire notamment, mais aussi de l'échange et des alliances. Et la France, donc François Ier, a fait quelque chose d'incroyable contre toute attente des Européens qui en ont voulu pendant longtemps. Il s'est allié avec les Ottomans et cette relation de 250 années qui a été rompue donc, par Napoléon quand il a conquis l'Égypte, et d'ailleurs, la conquête d'Égypte aussi a créé ce lien encore particulier avec le monde de l'islam, puisqu'il y a eu des conversions chez les officiers napoléoniens, il y a eu un orientalisme qui s'est développé, etc. Cette alliance militaire a fait en sorte que des Ottomans et des Ottomans de l'époque se sont installés, notamment à Toulon. Il y a eu des échanges, il y a eu des mosquées, des cimetières, etc. Et donc, il y a eu une présence ottomane dans le sud de la France, une présence des Mauresques qui a duré en gros jusqu'au XVIIIe siècle. Et à partir de là, c'est terminé. Il ne resterait plus rien. C'était la deuxième vague. La dernière vague, enfin la troisième vague, c'est celle que j'ai qualifiée des voyageurs. On les appelait les voyageurs parce que durant toute la période coloniale, vous aviez des grands personnages. Vous avez Jamel El Afrani ici qui avait fait qui était en France à l'époque où Ernest Renan critiquait l'islam à la Sorbonne. Il lui a répondu dans un article de presse. Vous aviez ici Lemel Abdelkader qui, après sa défaite, est resté 4 ou 5 ans en France, au château d'Amboise et à Paris. Et donc, il a échangé avec les élites intellectuelles françaises et il a eu un échange très intéressant. Il était à la fois le vaincu militaire, et donc la France accepte ces musulmans vaincus, elle les apprécie quand ils sont vaincus, et en même temps, il a subjugué les généraux, les intellectuels par son charisme, par sa connaissance, par sa pluridisciplinarité, par sa dimension spirituelle très forte.
Salam alaikum, Abdelali, je t'écoute, ça fait 30 minutes là maintenant. Comme ça, Merci, Barakallahu fik. d'accord, c'est un Oui, bien sûr. Tu choisis le Ma'al al-Khadr pour me couper, c'est bien. Je disais donc la Ma'al al-Khadr, Jamal Din Afghani, comme des chercheurs, des savants, comme une délégation de l'Azhar, comme des commerçants, etc. C'était des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont voyagé au XVIIIe siècle et qui n'ont jamais fait souche en France, mais qui ont marqué, qui ont laissé une présence intellectuelle immatérielle de leur islamité, de leur relation en particulier avec la France, et ce qui fait aussi une des caractéristiques et l'originalité de la France avec le monde de l'islam. Mais cette période des voyageurs, pareil, elle n'a pas de constitué de communauté, elle n'a pas constitué de faits musulmans. On arrive ensuite à notre présence contemporaine. À partir de l'entre-deux-guerres, donc on va dire la fin de la Première Guerre mondiale, vous avez notamment les Algériens qui arrivent, donc les premiers Algériens, plusieurs milliers qui arrivent jusqu'à une quarantaine de mille entre 1914 et 1939, donc qui s'installent notamment à Paris dans un cadre réglementaire avec des contrats de travail, etc. Et c'est les premières vagues migratoires qui commencent. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez de 1945 en gros jusqu'au début des années 80 une longue immigration qui va concerner plus de 2 millions de personnes, essentiellement du Maghreb et d'Afrique noire, et qui vont constituer l'armée de réserve de la reconstruction donc française des 30 Glorieuses, et qui est l'immigration, on va dire, légale, officielle, autorisée, organisée, et qui va donner naissance réellement, elle, aux faits musulmans constitués. C'est-à-dire que pendant toute cette période de l'immigration de nos pères, en fait, et de nos grands-pères, mon grand-père, par exemple, arrive en 47 en France, en 1947. Donc, en gros, la grosse immigration de 1945 à 1975-80, on va dire, va donner naissance aux communautés musulmanes, aux premières mosquées ensuite. Et tout doucement, c'est ces personnes-là, finalement, nos pères et nos grands-pères, qui vont constituer les premières associations et les premières mosquées, qui vont organiser les premiers cours d'arabe et les premiers cours de Coran. Il y aura parmi eux des intellectuels, des gens issus de Jamaat al-Ulama, par exemple, les mouvements décoloniaux comme le FLN, les messalistes, etc., qui vont organiser aussi une vie intellectuelle. Il y aura aussi des intellectuels qui vont faire des études. Mohamed Hamidullah, par exemple, arrive dans les années 40 au CNRS, etc. Et donc, vous avez cette présence migratoire musulmane qui va constituer vraiment la quatrième vague. Cette quatrième vague, à partir des années 80, va être essentiellement du regroupement familial. Et à partir des années 90, ici, comme vous le voyez, les migrations semi-clandestines qui s'opèrent maintenant depuis une vingtaine d'années et qui ne sont pas du tout négligeables dans le fait musulman aujourd'hui. Si vous allez dans les mosquées, vous allez voir, moi j'ai vu jusqu'ici à Nevers, pourtant on est vraiment en France périphérique, vous avez à chaque fois au Jumu'ah, vous allez voir des jeunes d'une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans maximum, issus beaucoup d'Afrique noire, d'Asie, d'Afghanistan, de la Syrie bien sûr avec la tragédie syrienne. Et vous avez donc un chiffre qui n'est pas clair, on parle de plusieurs centaines de milliers depuis les dernières années, mais en tout cas, c'est une composante qui vient venir renforcer la composante musulmane, qui évolue tout doucement. Vous avez ici une photo du Bourget, et j'ai mis aussi le logo du CFCM pour dire que cette immigration-là, elle vient aujourd'hui nourrir un tas d'infrastructures, un tas de structures, d'organisations, d'associations. On a, comme vous le savez, plus de 3000 mosquées, on a une centaine d'écoles privées, on a plusieurs dizaines de sites Internet, on a 1000 ou 1500, entre 1000 et 1500 titres de livres en langue française, on a des dizaines d'instituts et de structures éducatives et de formation. Donc, on a une structuration apparente des musulmans. Mais il n'empêche que cet islam qui semble s'organiser, avec ce CFCM qui depuis 20 ans n'y arrive toujours pas, compte tenu justement, entre autres, à mon sens, de l'aspect identitaire et culturel que j'ai souligné tout à l'heure. En tout cas, l'islam diasporique existe, c'est une réalité. Et on a une communauté musulmane française qui s'affirme. On parle de la communauté musulmane française tout le temps, des musulmans de France en permanence, comme s'il y avait un fait spirituel, religieux, unique, unifié, français, qui existerait là, sans voir derrière ça qu'effectivement cette histoire, elle a engendré une organisation d'islam qui est pluriculturelle, multiculturelle, avec des institutions communautaires qui s'affirment, qui s'organisent, mais on a des populations musulmanes qui sont encore attachées à des identités extérieures et à des communautés d'appartenance d'origine. 40 minutes. Ok, c'est bizarre, moi j'ai 36. Moi, j'ai resté 4. Alors, compte tenu de ces faits, donc ce maintien permanent, on va dire, de communautés culturelles différentes qui semblent être hermétiques, même si elles vont toutes ensemble à la mosquée, elles sont sur le plan structurel et organisationnel étanches, organisées entre elles. Donc, on va dire, il y a les Turcs, il y a les différentes communautés maghrébines et avec leur structure d'origine. Il y a de plus en plus maintenant des communautés, vous avez entendu parler récemment, bien sûr, des Tchétchènes. On dit qu'aujourd'hui, il serait plus de 50 000
personne ne les avait vu venir. Vous avez entendu parler des fameuses tensions qui existent entre Tchétchènes, par exemple, et Maghrébins dans les quartiers parce que les musulmans, c'est aussi nos jeunes désocialisés ou nos jeunes qui produisent de la violence et de la délinquance. Donc, vous avez des communautés, des dizaines de communautés différentes qui s'organisent de façon différente et qui ont à chaque fois, elles, à gérer la question musulmane. Donc, il y a plusieurs scénarios qui se tendent aujourd'hui. Comme vous le savez tous, on le vit en permanence, il y a une tension. Il y a une tension permanente qui est d'abord liée à l'histoire que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire l'islam, le grand rival de la France, l'islam comme rival géostratégique de la monarchie française puis de la République française, l'islam rival théologique ou rival idéologique en tant qu'universel, nouvelle universelle, face au catholicisme qui a aussi une prétention universelle, et plus tard face au républicanisme laïque qui a aussi une prétention universelle. Donc finalement, une France qui est en tension avec l'islam sur ces deux plans en permanence et qui se définit à chaque fois en tension, mais aussi en amitié et en lien, comme les alliances militaires, comme l'orientalisme français, et aussi le discours officiel, en tout cas droit de l'homiste et laïque, qui est que toutes les religions, normalement, ont leur place. En tout cas, dans le discours, c'est ce qui est affirmé. Mais dans les faits, il y a cette tension permanente qui fait que l'idéal droit de l'homiste et l'antiracisme dont on parle tout le temps, il a finalement des limites, vous le savez. Alors, on voit aujourd'hui avec l'état de droit qui finalement commence à être de plus en plus réduit, où on dit que finalement la question musulmane est une question, ça devient la question française comme la question juive était une question importante et politique entre l'entre-deux-guerres. Et donc cet antiracisme qui a un peu, je pense, à mon sens, aveuglé les élites musulmanes et les engagés ou les militants, a longtemps fait croire que parce qu'il y aurait un état de droit, tout irait bien. Ce n'est pas suffisant parce que la loi change et la loi, si les tensions sont trop fortes, eh bien la loi change vers quoi? Vers la norme culturelle. Parce que l'identité culturelle, à mon sens, est beaucoup plus puissante que l'identité religieuse et théologique et que le droit. Le droit est façonné par la mentalité, il est façonné par l'identité culturelle. Et si l'identité culturelle majoritaire dans laquelle on vit, c'est-à-dire finalement la culture autochtone, la francité, l'identité française, a un rejet qui est dans son ADN historique et une difficulté à créer un lien ou une place à l'islam et aux musulmans, ce n'est pas l'antiracisme, ni le droit de l'homme, ni le droit qui va régler le problème. Malgré ça, comme vous le savez, il y a des tensions identitaires et en même temps, il y a une ascension sociale qui se fait. Donc ça, c'est un fait contigu. Ces tensions identitaires sont permanentes, l'affaire du foulard, les lois on va dire, visibilité de l'islam de manière générale et toutes les questions sécuritaires en lien avec l'islam. Mais en même temps, il y a de façon silencieuse une ascension sociale qui se fait. Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche des anciens étudiants d'école d'ingénieurs ou autres, vous mettez Mohamed, Fatima, etc. Vous allez voir chez les médecins, chez les ingénieurs, chez les différentes disciplines de haut niveau, un nombre de plus en plus important de musulmans, y compris dans l'armée. L'armée a ouvert un nombre de bureaux plus important encore dans les banlieues parce que quasiment 20% de son effectif aujourd'hui vient des jeunes issus de l'immigration musulmane. On a aussi un autre élément probable en termes de scénario, c'est que de plus en plus, comme vous le voyez, il y a la violence traditionnelle connue malheureusement dans nos quartiers, issue en grande partie de nos jeunes. Cette violence, de plus en plus, elle a une frontière, on appelle ça l'hybridation chez les criminologues. De plus en plus, il y a une frontière qui est difficile entre le délinquant vendeur de drogue, loupard de quartier, et son habillage religieux. Donc, qui peut effectivement, aujourd'hui, comme vous le savez, on a des jeunes, malheureusement, qui peuvent être dans des trafics et dans des activités délictueuses et qui n'ont pas de scrupules, par exemple, à aller au moins au Jumu'ah, à la mosquée. Et ça ne pas choquer, puisque vous savez que dans la mafia sicilienne, le dimanche, ils vont à l'église et le lundi, ils trucident des concurrents ou ils font du trafic, ça ne leur pose pas de problème. Donc, on a aussi cette espèce de phénomène qui arrive chez nous. Parmi les scénarios aujourd'hui qui se posent de plus en plus, il y avait jusqu'alors, comme vous le savez, la hijra qui concernait plus, on va dire, une certaine tendance de l'islam, notamment plus c'était ceux qui se réclamaient du minhaj salafi, qui considéraient d'un point de vue théologique qu'il ne fallait pas rester en France. Mais de plus en plus aujourd'hui, vous avez des cadres de l'islam, on va dire, engagés, etc., qui soit partent réellement, quittent la France, comme d'ailleurs des Français de souche, compte tenu des difficultés fiscales et autres diverses tensions. Mais en même temps, cette hijra aujourd'hui elle concerne donc des gens de plus en plus divers, de même qu'un discours de remigration se pose. Il se pose bien sûr dans les milieux identitaires et d'extrême droite que je connais assez bien puisque je les ai analysés, étudiés, avec lesquels j'ai échangé pendant quasiment une dizaine d'années pour comprendre effectivement un point de vue qui me semble être essentiel à comprendre si on veut porter un futur pour nos enfants. Et cette remigration qui a été théorisée par les milieux notamment d'extrême droite,
elle est une question aujourd'hui qui se pose, puisque vous entendez parler de la double nationalité, les doubles nationaux qui sont en lien avec la délinquance ou du terrorisme devraient être remigrés, etc. Donc, c'est un des scénarios qui se pose aujourd'hui et qui s'annonce, c'est cette question de la remigration qui va être de plus en plus assumée par les politiques. Un autre scénario qui se pose aussi, sur lequel j'invite vraiment à une réflexion profonde, c'est une forme d'assimilation négociée, et poser la question justement de la migration et comment on pourrait réviser cette question, c'est-à-dire est-ce que réellement nous qui sommes issus de ce processus migratoire historique qui a fait que nous sommes là aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de le questionner? C'est très difficile de se dire je viens de là, je viens de l'immigration, et donc l'immigration c'est le fait qui m'a structuré, qui m'a créé, et je devais peut-être reconsidérer ce fait parce que est-ce que la migration perpétuelle et continue des populations issues du monde musulman divisé, est-ce que c'est un élément de renforcement des musulmans de France ou est-ce qu'au contraire ça va venir renforcer ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les diasporas musulmans, le caractère identitaire, culturel, le multiculturalisme musulman, et donc finalement empêcher l'avènement d'une identité théologique unifiée. Et donc cette question de la migration comme rôle économique, social et religieux et son implication, il faut le poser. Est-ce que plus d'immigration d'origine musulmane, c'est un fait positif pour les jeunes, notamment qui habitent dans les banlieues, qui sont majoritairement musulmans, avec 40% de chômage? Est-ce que cette question de la migration, elle a un lien avec le ralentissement de l'avènement d'une théologie positive? Ces questions-là, il faut les lier. Et nos enfants, de toute façon, vont vers une assimilation naturelle, ou une acculturation, si vous voulez pas, si vous avez peur du mot. Mais cette assimilation négociée, c'est aussi un scénario. Est-ce qu'on peut la discuter? Ou bien, on va vers plutôt un communautarisme de séparation à la chinoise, c'est-à-dire des communautés fermées qui s'assument. On le retrouve un peu chez les Turcs, on le retrouve un peu chez les Comoriens. Et on peut considérer que c'est aussi une stratégie possible, un scénario qui peut être assumé. Et ça dépend bien sûr de beaucoup de facteurs, notamment du soutien des pays d'origine. Et les pays d'origine jouent un grand rôle dans l'éclatement de l'islam français. Un rôle majeur puisqu'ils n'ont pas intérêt stratégique, ils n'ont aucun intérêt, on l'a vu récemment avec Erdogan, à laisser le roi du Maroc avait d'ailleurs cette position aussi, et Boumedienne le disait déjà en 1974 à l'ONU. Ils ont comme intérêt immédiat de garder un lien important avec leur diaspora. Il y avait avant ce qu'on appelait les amicales, pour ceux qui ont connu les années 80, ça existe encore jusque dans les années 85, 86, pratiquement début des années 90, les amicales algériennes, tunisiennes, etc., où il s'agissait de gérer les communautés, les diasporas immigrées à travers la culture. Et avec la réislamisation et l'avancée, on va dire, du fait religieux dans ces communautés, les mosquées ont pris la place et donc les anciennes amicales sont devenues des outils de suivi du culte. Voilà un peu les différents scénarios que je vous propose d'analyser et je vous soumets aussi, à mon sens, les conditions qui pourraient garantir une pérennité de l'islam en France et de ses musulmans. C'est l'idée de questionner les identités culturelles et l'identité religieuse. Comment on sort de là? Est-ce qu'on maintient ces identités culturelles d'origine? Et dans ces cas-là, comment on fait pour construire une identité religieuse commune? Est-ce qu'il faut parler d'un nouveau contrat social avec le reste de la société parce qu'on pose problème? Pourquoi? Parce que nous avons une problématique que parfois les opposants à l'islam expliquent assez bien finalement, comme Zemmour, c'est que l'islam c'est aussi effectivement une théologie sociale, une théologie, un fiqh de la réalité économique et sociale, et donc quelque part, d'une certaine manière, une loi. Et qui dit loi dit conflit de normes, et ça c'est un problème de fond parce qu'aucune société au monde n'accepte qu'il y ait plusieurs rapports au droit dans un même pays, et même si on dit effectivement oui mais non on s'adapte, la loi bien sûr on la respecte, mais il faut que je fasse une sélection dans le fiqh pour pouvoir gérer l'héritage selon ma vision du din. Oui mais si c'est l'héritage selon la vision du din, ça veut dire que c'est pas finalement l'héritage selon la norme majoritaire. Donc la question se pose, elle s'est posée bien sûr chez les juifs, c'est très intéressant ce qui s'est passé chez eux, c'est à analyser. Donc je vous invite à traiter cette question-là et de dire est-ce que le maintien des identités culturelles, c'est une condition de pérennité ou de frein pour construire une identité religieuse majoritaire. Je propose un élément que j'ai testé plusieurs fois, notamment chez les opposants à la présence musulmane. Je l'ai appelé les 5 piliers de l'islam enracinés, légitimes, c'est-à-dire que dans la logique d'un nouveau contrat social, on peut tout à fait, si on avait effectivement les élites capables de porter un nouveau discours, c'est de dire on est capable effectivement de repenser notre relation au reste de la société. Nos enfants qui arrivent ont vocation à rester définitivement ici. Et donc, dans ce sens, sur le plan de l'identité culturelle, on n'en a qu'une. En tout cas, nos enfants, nos petits-enfants n'auront aucune. Ils seront, qu'ils soient d'origine turque, comorienne, africaine, asiatique, peu importe. Ils ont vocation à devenir des Français définitifs, des autochtones. Et nous sommes prêts à
au nom même de notre foi, à travers une théologie de l'acculturation, une théologie de l'assimilation voulue. On ne va pas s'assimiler à la France du McDonald's, bien sûr, hein, mais à la France des belles lettres, à une culture de qualité, parce qu'à mon sens, je pense que l'islam produit de la civilisation que quand il s'enracine dans une culture de haut niveau, et c'est pour ça qu'il crée de l'histoire. Et donc l'idée, c'est que si nous imposons nos 5 piliers de l'islam enraciné à respecter, non négociables, non discutables, c'est-à-dire un noyau irréductible non discutable, sinon effectivement la hijra s'impose, c'est une évidence, c'est le respect des croyances, et on a le droit de croire qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, qu'il y a des anges, qu'il y a un ange qui écrit les choses, voilà, qu'on va être ressuscité, etc. Donc tous les fondamentaux de la Aqidah, bien sûr. Donc les 3 C, donc nos croyances, le culte, donc l'autorisation donc, de pouvoir pratiquer l'intégralité de nos cultes sans entrave, donc c'est la liberté religieuse, la croyance, la liberté de culte, la liberté de conscience. Le Coran, bien sûr, ce n'est pas aux intellectuels, aux journalistes ou à toute autorité quelconque de venir discuter du texte sacré. C'est un texte sacré qui a ses rabbins musulmans, et c'est les rabbins musulmans qui ont vocation à traiter ce texte. Ce texte, il est en langue arabe, et il se transmet, nous demandons, nous considérons qu'il est tout à fait légitime d'apprendre par cœur ce Coran, de le transmettre et d'avoir des institutions de transmission. Parce que si nous créons des institutions de transmission, nous pouvons garantir effectivement la continuité de l'identité religieuse. L'arabe en tant que langue liturgique, l'arabe classique, ça fait partie aussi des piliers non négociables. Moi, j'en ai parlé plusieurs fois, même avec des identitaires. Alors, je leur dis, considérez que l'arabe classique pour les musulmans de France, c'est comme le latin pour les cathos tradis. Il n'y a pas de… voilà, ça fait partie de la langue liturgique, elle n'est pas discutable. Et enfin, bien sûr, une morale ou une éthique conforme à la vision musulmane du monde. On a une certaine vision de la vie, de l'argent, du rapport aux hommes, aux femmes, du rapport au temps, du rapport à l'autorité, etc. Une certaine éthique ou une morale musulmane qui est issue de nos traditions et qu'on souhaite respecter. Donc, c'est des conditions, c'est, on va dire, les fondamentaux non discutables et non négociables et qui correspondent d'ailleurs à ce que le droit positif permet, c'est-à-dire liberté de conscience, liberté de culte, etc. Enfin, conditions de pérennité, il faudrait donc effectivement travailler à une communauté musulmane qui ne soit plus culturellement plurielle et donc qui soit culturellement homogène, c'est-à-dire aller au fur et à mesure du temps vers des générations qui soient homogènes sur le plan culturel, c'est-à-dire qui ont une vision du monde commune, qui sont capables de se penser dans la société et dans le futur, et donc sortir d'une pluralité de communautés qui sont finalement, parce qu'elles sont plurielles sur le plan culturel, elles deviennent plurielles sur le plan culturel. En vérité, on a des communautés musulmanes culturellement plurielles parce qu'elles sont culturellement divisées, culturellement séparées. Donc voilà les différentes stratégies de survie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, se pose la question du départ. Et je résume ici donc les 3 possibilités à mon sens. Voilà. J'ai terminé, Mohamed. Est-ce que j'ai tenu? Barakallah. Par contre, j'entends pas bien, Mohamed. Est-ce que tu as fait ta conclusion? Est-ce que quoi? Tu as fait ta conclusion? Bon, la conclusion, je vous propose, oui, les 4 points à retenir dans la conclusion, c'est ça, c'est la question de l'hétérogénéité des identités, donc aller vers une identité unique, se rappeler toujours dans notre rapport à la société française qu'il y a un clivage historique avec l'islam qui va pas disparaître aussi facilement. Il va disparaître, je pense, avec le temps, avec les générations qui arrivent, parce qu'ils n'ont pas le même rapport aux faits religieux, mais les générations dirigeantes sont toujours imprégnées de ce clivage historique. Qui soit théologique, on va dire idéologique, entre le christianisme dominant et l'islam, et entre le laïcisme dominant, ou en tout cas la laïcité dominante, et l'islam, sur le plan donc la concurrence des universels, et la vision stratégique. Mais quand vous parlez avec des dirigeants français, ils comprennent tout à fait que les musulmans, c'est un enjeu, et que la France, aujourd'hui, se doit d'avoir une politique musulmane. Elle n'a pas de politique musulmane aujourd'hui, elle a des réactions qui sont le fruit des tensions qu'il y a à l'intérieur du pouvoir français entre les islamophobes, les islamo-sceptiques, les islamo-justes. Et donc, ça crée à chaque fois quelque chose qui n'est pas très visible. On a quelque chose qui a une tension majoritaire, mais ce n'est pas très visible. Et la France doit avoir cette politique. Et quand vous leur dites ça, ils savent que c'est essentiel parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Les dirigeants français à l'échelle mondiale, sur le plan géostratégique, on arrive vers un monde qui va être majoritairement musulman.
Je vous rappelle qu'il y aura 2 milliards d'Africains qui sont majoritairement musulmans en 2050. Il y en aura 4 milliards en 2100. On arrive dans 30-50 ans à un monde qui sera majoritairement de confession musulmane, c'est une certitude. On arrive aussi à une présence démographique musulmane importante sur le territoire français, qui crée donc une pression démographique. Et ça, nous, en tant que musulmans, on doit le voir comme un élément important et inquiétant, et pas au contraire un élément qui va renforcer notre présence, au contraire, parce que quand vous avez des gens qui sont extérieurs, qui sont de traditions culturelles différentes, ça crée le multiculturalisme, mène toujours au multiracisme. C'est historique, ça. Donc voilà, et pour conclure, comment on peut ensemble réussir à réfléchir à une négociation sociale et identitaire avec le reste de la société pour dire, on comprend qu'il y a des identités qui s'entrechoquent, qu'il y a des tensions autour des identités, on est capable, nous, de le dépasser, et en plus, grâce à l'islam. On peut puiser dans notre patrimoine les outils intellectuels et shara'i qui vont nous permettre de dépasser notre multiculturalisme apparent et aller vers, au contraire, un discours musulman unifié et une adaptation à la culture comme nos ancêtres l'ont fait, les Arabes qui sont partis en Asie, en Inde, en Chine, en Indonésie, en Afrique noire, etc., ont disparu. Ils sont pas restés, et il n'y a pas eu de tensions qui se sont créées. Et là où il y a une diversité ethnique, vous le voyez avec l'Andalous, l'islam n'est pas resté. Même dans les Balkans, c'est parce que majoritairement, il y a une homogénéité culturelle. Les Slaves sont convertis à l'islam et sont restés majoritairement dans une homogénéité culturelle que l'islam, il y a aussi bien sûr la protection ottomane, mais il y a quand même une survivance parce qu'il y a une homogénéité culturelle. Et partout où vous voyez que l'islam a produit de la civilisation, c'est parce qu'il y avait une base culturelle forte et homogène. Voilà. Je vais terminer, Mohamed. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, ben, on va passer à l'échange. Alhamdulillah, on va respecter le timing. Ça va, j'ai pas trop débordé alors. Oui, bon, ça va. Moins que d'habitude. Alhamdulillah. Donc, on va commencer les échanges. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien commencer, qui a une question, bismillah. J'ai reçu une question sur le message. Ben, je vais te la poser. Peut-être que la personne. Tu as reçu des questions écrites? Oui. D'accord. Vas-y. Justement, à propos de cette pérennisation, comment. À propos de quoi? Cette pérennisation. Oui. Comment motiver nos jeunes face à cette crise sanitaire qui se répercute sur l'enseignement? Ça, c'était hier. Ah oui, je l'avais vu celle-là, oui. Bon, il l'a renvoyé. En fait, elle touche qu'en partie notre sujet parce que la crise sanitaire, elle touche tout le monde, elle touche les enfants. Nos enfants de manière générale, sont déjà dans une problématique. Moi, vous savez que pendant des années, j'ai été, jusqu'à maintenant, je suis toujours dans le milieu de l'enseignement privé hors contrat musulman, donc l'enseignement officiel, les fameuses écoles privées dont on parle à la télé tout le temps. Ça fait 6 ou 7 ans que je suis dans ce milieu-là. Et nos enfants ont déjà un problème de fond sur le plan de l'identité, sur le plan de leur rapport à la société, leur rapport à la religion. Ils sont dans une ambivalence permanente. Et la crise sanitaire, elle ne facilite pas du tout les choses, c'est sûr. Il y a une tension, comme vous le voyez, avec les masques, on crée la crainte, on crée une forme de peur qui est vraiment terrible parce que les enfants sont en train de souffrir. Et donc, je pense qu'effectivement, les enfants des différentes communautés musulmanes de France sont dans une situation encore plus difficile parce qu'en plus de cette crise sanitaire, ils avaient déjà des prédispositions, on va dire, à cohabiter dans la société qui n'était pas facile pour eux. Donc, c'est un problème important et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crois que là, on vit un moment unique de notre histoire et peu sont ceux qui sont capables de vous dire où est-ce que ça peut aller. Voilà, Claude, ta réponse. Est-ce que quelqu'un dans le groupe a une question à poser? Moi, j'aimerais bien intervenir si c'est possible. Bismillah. Présente-toi, mon frère. Salam alaikum wa rahmatullah de Ali. Donc, salam alaikum à tout le monde. C'est votre frère Wassil qui est en train de discuter. Je veux savoir, Abdelali, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais remettre la page précédente dans le partage de ton écran, dans laquelle étaient résumés les 4 grands points pour toi qui étaient. Voilà, merci. En fait, Barakallahu fik, premièrement, pour ta présentation, tes recherches, qu'Allah te récompense. Cependant, en fait, j'aimerais réagir sur un point qui
à mes yeux, est important et qui est grandement problématique, c'est le principe des hétérogénéités identitaires qui reste le point central de toute la théorie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie assimilationniste sur le plan social, elle est seulement appliquée en France. La France, c'est le seul pays occidental ou pays occidentaux qui souhaitent appliquer cette théorie. On va dans les pays anglo-saxons, dans les pays germanophones, on va tout à fait retrouver le principe de la théorie communautaire, où on va trouver différentes ethnies qui vont vivre avec leur propre code et leur propre culture sur un territoire national à partir du moment où ils vont être participateurs du PIB. En France, ce n'est pas le cas. En France, on a cette volonté de l'assimilationniste, d'avoir une culture qui est identique à toute la nation, et ce n'est pas possible, puisque l'islam, l'un des principes de l'islam, c'était justement de laisser la liberté culturelle aux personnes. Et même dans le fiqh, on le retrouve. Dans le fiqh maliki, je vais pas citer l'avis, mais dans le fiqh maliki, on va retrouver par exemple un avis par rapport à la awra de la femme, qui, si culturellement il est mal accepté dans dans une autre civilisation, entre guillemets, une autre culture, dans ce cas-là, cette chose va devenir haram, alors qu'à la base, pour l'avis du madhab, c'est halal. Le souci, c'est qu'on a des personnes qui viennent d'Afrique noire, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent du Caucase, avec des identités qui sont propres, des récits qui sont transmis par les parents. Je veux dire, combien parmi ces parents-là, que ce soit au Caucase ou en Algérie, parmi les parents ou les grands-parents, ont participé à la guerre? On ne peut pas demander à ces générations-là, d'un seul coup, d'abandonner leurs identités culturelles. Et de ce fait, c'est ce qui gêne, en fait. C'est ce qui fait que la question de l'islam a des problématiques en France, parce que la France, depuis 2 siècles, voire 3 siècles, elle a une politique étrangère qui est, euh, qui est conquérante et qui a pour vocation de dominer les pays du monde pour les intérêts de la métropole. Or, le principe de communauté dans l'islam, le principe de se sentir comme étant un membre à part entière de la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est parmi l'identité du musulman. Ça, c'est une notion qui ne va pas forcément poser problème dans des pays comme l'Angleterre, mais dans des pays comme la France, c'est cette notion qui pose problème. Donc, demander à ce que, par exemple, nos cinq piliers, le droit du culte, par exemple, soient acceptés, il y aura ces problèmes de fondement par rapport à la volonté qu'a la France dans la création de son système social, ou du moins la direction que prend son système social depuis maintenant plusieurs décennies. Et c'est pour cette raison-là que, pour moi, même si en soi, la théorie serait viable, hein, en soi, évidemment que c'est le plan qu'il faudrait mettre en place. Pour moi, en fait, ce plan, c'est une utopie totale, parce que ce ne sera jamais réalisable, à moins qu'on arrive à réformer. Et c'est là que la question va être, c'est qu'on arrive à réformer pas les identités, les hautes sphères intellectuelles françaises, et qu'on arrive à sortir d'une France des Lumières avec ce principe de nation et ce chauvinisme français qui est bien connu, qui est bien connu à travers le monde. Pour moi, la seule solution, ce serait là, qu'on arrive à avoir des intellectuels français musulmans qui arrivent réellement à rentrer dans l'islam et faire changer les choses de l'intérieur à travers la conception sociale et la direction que prend la France. En dehors de ça, si on n'arrive pas à faire cette chose-là, pour moi, jamais on arrivera à franchir la barrière des hétérogénéités identitaires. Et au contraire, les choix que Macron est en train de prendre, ou c'est pas que Macron, parce que c'est une question de lobby, les choix qu'ils sont en train de prendre dans la politique intérieure française, ça va encore plus réconforter ces personnes-là qui ont cette double culture ou cette double nationalité à rester sur, comment dire, sur leurs idéaux. Voilà, c'était juste mon propos. Je peux me tromper. Barakallahu fikoum. Merci d'avoir écouté. Ok. Mohamed, il faut que je réponde, c'est ça? Oui, exactement. Tu dois nous répondre. Barakallahu fik, Bassem. À toi, Abdelali. Ok. Écoute, Wassil, pour te répondre de façon précise, parce que parfois on ne parle pas nécessairement de la même chose. Il ne s'agit pas de dire on est là et on a donc une position. On considère que la France a tort, ou les élites françaises et le discours dominant, vous avez tort de dire que la France c'est les Lumières, de dire que c'est l'assimilation, de dire la laïcité de cette façon parce que regardez l'Angleterre. Le sujet, c'est pas ça. C'est pas à moi en tant que minorité, en plus récente, parce que qu'on veuille ou non, bon, c'est vrai qu'il y a des convertis, mais les convertis restent aussi une minorité. S'il n'y avait que des convertis, ça serait l'idéal, parce que moi, ma thèse, c'est effectivement qu'à terme, il y ait comme
comme en Chine ou en Indonésie ou dans la plupart des pays musulmans, qui est un islam autochtone, c'est-à-dire un islam porté par les gens de l'ethnie dominante, de la culture dominante, pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse ne leur reprocher que leur islam. C'est déjà pas mal si on pouvait nous reprocher que notre islam. Donc, si tu veux, quand tu viens, tu dis ça, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est l'histoire qui pose des règles. Quand les musulmans arrivent en Inde, ils ne sont pas face à de la laïcité ou à des laïcars ou à des gens qui prétendent l'universalité ou à un cocorico qui veut se la jouer. Ils sont face au summum de ce que le musulman est censé normalement refuser, c'est le shirk. Et les musulmans ont cohabité avec des adorateurs de vaches, avec Shiva et l'hindouisme, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont minoritaires en Inde, au prix même comme vous le savez, de tensions gravissimes actuellement, au prix même d'une partition. Et donc, d'ailleurs, Mohamed Hamdullah l'a beaucoup regretté, cette partition, parce que c'est la même ethnie, c'est le même univers mental, culturel, entre hindouistes et musulmans d'Inde. Même si effectivement une diversité locale et régionale, mais globalement, le peuple indien dans son sens le plus large, du Bangladesh jusqu'au Pakistan, en englobant toute l'Inde, c'est globalement la même sphère culturelle et civilisationnelle. Et les musulmans ont vécu minoritaires dans cet espace-là, avec le summum de ce que le musulman refuse, bien plus que la laïcité, bien plus que l'esprit assimilationniste français, c'est le shirk. C'est le shirk. Et pourtant, les musulmans ont cohabité avec cette donnée, se sont adaptés, et pour la garantie et la survie de la civilisation musulmane indienne qui a été florissante, qui a produit des muhaddithines de haut niveau, qui a produit toute une tradition littéraire en ourdou, l'islam d'Asie existe malgré ça. Et donc, en fait, le problème n'est pas de dire ça ne nous convient pas de telle et telle façon et qu'en Angleterre, c'est là-bas. Il faut prendre les données telles qu'elles sont. Il y a une tradition française historique, il y a une sécularisation de fait, il y a une haine du religieux, en tout cas un anticléricalisme hérité qui est très violent, très fort. Je vous rappelle que la République, elle a inventé la décapitation industrielle. Elle a fait de la terreur et de la guillotine un régime politique. Daesh à côté, c'est pas grand-chose. On parle de 40 000, on parle de 65 000 décapitations, des milliers de prêtres qui ont été emprisonnés, torturés, des bonnes sœurs qui ont été violées. Donc, la République, quand ces fanatiques prennent le pouvoir, parce que les fanatiques, il y en a dans tous les espaces, dans toutes les communautés, dans toutes les collectivités identitaires, et plus vous avez un système de pensée qui est fort, qui est large, qui est universel, les religions, on va dire la violence de l'Inquisition, la violence dans les espaces musulmans avec le terrorisme actuel, la violence des Khmers rouges et du stalinisme et du maoïsme. Donc, quand vous allez dans des systèmes de pensée très larges, à vocation universelle, eh bien, quand vous avez des fanatiques qui prennent le pouvoir, la violence est énorme. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est justement d'éviter les violences, d'éviter les tensions. C'est de dégonfler la tension et d'avoir une vraie stratégie de hikma, de sagesse. C'est-à-dire que, compte tenu des données qui sont celles-là, la France, c'est la France. Elle a son histoire, elle a sa façon de voir les choses. Et effectivement, elle ne convient pas. Elle se compare. Trudeau au Canada, il va dire, mais on ne comprend pas. Moi, je dis salam alaikum, qu'est-ce que vous faites? Certes, il y a des réalités différentes, mais on doit prendre les réalités telles qu'elles sont, c'est-à-dire des données. Et se poser la question de se dire que, certes, il y a des communautés musulmanes diverses. Est-ce que c'est des éléments de renforcement pour nous ou est-ce que c'est des éléments de faiblesse? Ça, c'est la première question. Que l'attente assimilationniste, en vérité, c'est une attente naturelle dans toutes les populations du monde. Même si, effectivement, vous allez dire, oui, il y a plein de pays, vous arrivez, on vous respecte, les Français de souche, quand ils sont en diaspora au Maroc, on les respecte, ils sont retraités, oui, personne ne leur demande de s'assimiler parce qu'ils sont là en tant que retraités ou en tant qu'expatriés, ils n'ont pas vocation à devenir marocains, c'est une évidence. Mais si nous, on parle d'une question de fond qui est que nos enfants, de toute façon, ne vont pas, dans 3 générations, rester les Comoriens, même les Turcs, moi j'ai travaillé avec des Turcs sur le plan de la construction, par exemple, d'écoles. Et je parlais avec eux, c'était des Turcs qui travaillaient, et ils me disaient, je leur parlais des Turcs de France, c'était des Turcs qui arrivaient récemment. Ils m'ont dit, bah, c'est pas des Turcs les Turcs de France. Je dis, comment ça? Pour nous, c'est des Kardashes, c'est des communautés, ils sont communautaristes, ils sont hanafites entre eux, ils parlent turc, ils ont leur tradition, et c'est des Ottomans, ils sont disciplinés, s'organiser. Il a rigolé, il m'a dit, ben non, pour nous, c'est des Français. Ils sont pas assez turcs pour nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée que l'acculturation et la dispersion et la dissolution des cultures transplantées, c'est un phénomène qu'on ne pourra pas arrêter de toute façon. Deuxièmement, on a une attente de la société qui est une attente unificatrice, assimilationniste. C'est des éléments qui sont devant nous. La question, c'est comment on va les traiter. Est-ce que la résistance, telle que tu le dis, en comparant aux autres pays, ça peut marcher? Ou est-ce qu'au contraire, il faut partir du fait que c'est une donnée de base et moi, à mon sens, on peut en faire un élément de renforcement de la tradition musulmane, parce que ça peut être, dans une logique de contrat social, une négociation, un facteur très intéressant de dire, nous, on n'a pas de problème, nos cultures d'origine ne sont pas sacrées. On a une mémoire familiale,
Moi, je suis d'origine berbère. Je suis beaucoup moins berbère que mon père. Mon père est moins que mon grand-père. Et mon arrière-petit-fils, sûrement, qui dira plus un mot de berbère. Mais je n'ai pas de problème à assumer le fait qu'il sera effectivement culturellement, mentalement, psychologiquement, sur le plan de l'humour, du rapport à l'argent, du rapport au monde, il sera français. Ça sera effectivement un Français. Par contre, il a des fondamentaux et une théologie qui est non négociable. Et c'est ça qu'il faut discuter. Par contre, s'arrêter Est-ce que, sur… est-ce que tu me permettrais de te répondre? Oui. En fait, Et qui a moi, l'appareil? c'est Wassil, c'est toujours moi. Ah, c'est vrai. Oui. En fait, j'ai pas envie de monopoliser la parole. Hein. Ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Mais c'est plus. En fait, c'est juste pour agir. Dans un premier temps, en fait, tu as mentionné la présence musulmane en Inde. Historiquement, déjà, c'est pas la même chose. L'islam, elle arrivait en Inde très tôt, très tôt. C'est à l'époque des Sahaba qu'elle a commencé à atteindre l'asile islam. Et en plus de ça, elle est arrivée par des voies commerciales avec la justice, c'est-à-dire elle a été acceptée par le peuple. La relation entre la France et l'islam, tu l'as très bien mentionné, c'est quand c'est monté à Poitiers avec l'histoire avec Charles Martel. C'est-à-dire que initialement, déjà, la relation entre Inde, islam et France, islam, c'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, l'Inde, ça, c'était pas du tout la même puissance que la France. C'est pas la même histoire. C'est pas les mêmes enjeux politiques et géopolitiques. La France, c'est connu, ça fait 300 ans que ça pille le monde, comme la plupart des pays occidentaux. Encore en 2012, on l'a vu avec l'histoire de. Ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Moi, je te dis une chose simple. Tu ne peux pas demander à la France plus que ce que tu peux demander aux pays musulmans. Mais non, mais justement, mais en Ce que fait, je veux dire par là, ce que je veux dire par là, non, je comprends par là. la France, elle a une géopolitique qui est la sienne. Nous, en tant que citoyens, on peut être d'accord ou pas d'accord. On a tout à fait le droit de Non, mais discuter. en fait, c'est là que j'en venais. Je te promets, c'est là que j'en venais. C'est que je suis pas en train de demander à la France d'agir autrement. La France, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que toi, tu nous dis que ta solution, du moins ta théorie, c'est que face à l'assimilationnisme qui nous est, moi je dirais même pas proposé, je dirais qu'il nous est imposé, tu l'as très bien dit, tu as résumé qu'il y a deux choix. C'est soit la résistance, soit, ok, accepter, culturellement on accepte, la France, redorer le blason français international. Le souci, c'est que pour faire ça, il faut avoir un sentiment réel d'amour pour sa nation et pour son pays. Or, là où, ça je le comprends. Or, là où à mes yeux c'est totalement impossible, c'est qu'avec les actions, moi, je parle moi en tant que musulman. Pourtant, je suis français, je suis converti, j'aime l'histoire de la France, je suis quelqu'un qui aime la littérature, je suis un passionné de l'histoire française. Mais le souci, c'est quoi? C'est que la France, dans sa politique étrangère actuelle, en tant que musulman, ne me permet pas d'avoir un amour profond et sincère pour elle. C'est totalement impossible. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème dans ton discours. C'est que accepter cette théorie de l'assimilation et donc de redorer le blason français, ça implique de l'aimer. Mais comment on peut aimer? Regarde, juste l'histoire de. On va prendre la Côte d'Ivoire, pays africain. Je t'ai coupé 2 secondes, Wassil. C'est parce que juste derrière, il y a encore une question. Oui, il ne faut pas que ça devienne un débat. Il faut juste que tu accélères un petit peu, Wassil. Tu peux réactiver ton micro. Allô? Wassil, on t'écoute. Je pense qu'il est encore en train de parler. Allô, vous m'entendez? C'est bon, vas-y. Tu peux reprendre. Ouais, quelqu'un m'a vu. Ouais, je disais juste que. Tu peux faire vite parce que juste ouais, derrière. je fais vite. Donne-moi 30 secondes. Ouais, 30 secondes, Inch'Allah. En fait, c'est juste qu'à mes yeux, à cause de la politique étrangère française, il est impossible d'avoir un amour sincère pour ce pays tant que ça continuera comme ça, parce qu'en tant que musulman, le prophète sallam a dit quoi dans un hadith? Il a dit celui qui n'est pas concerné par les affaires de la communauté n'est pas des nôtres. Or, à part d'avoir un amour sincère profond pour un pays, une nation qui pille des pays musulmans et leur richesse et qui met dans la misère des millions, voire des milliards de musulmans, pour moi, c'est totalement inacceptable et j'ai peur des conséquences que ce serait auprès d'Allah. De ce fait, je ne peux pas accepter d'avoir un amour sincère profond comme ça. C'est trop problématique. Et pour moi, il y a un conflit intérieur qui est trop dangereux. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Mohamed, tu peux répondre rapidement pour qu'on close ce sujet? Alors rapidement, parce qu'après le temps, il va nous rester. En fait, la question elle est très simple. Je disais qu'on ne peut pas demander à la France, parce que la France c'est nous aussi,
plus que ce qu'on peut demander aux autres pays. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, elle n'a pas de problématique géopolitique à aller massacrer les Yéménites, les Algériens qui ont fait la guerre des sables avec les Marocains pour des raisons géostratégiques ou de soutenir le Front Polisario alors que ça met en danger le territoire marocain. Les tensions entre les pays musulmans ou entre les pays non musulmans et les musulmans ne sont pas un élément et un facteur qui va venir définir notre stratégie de survie et de présence musulmane en Europe de l'Ouest. C'est peanuts à l'échelle de l'histoire. Ce n'est pas important. Ça te concerne parce que ça te touche, parce que tu as une solidarité naturelle et religieuse avec les peuples musulmans du monde. C'est normal. Mais la question se pose pour les Américains, musulmans américains. La question se pose pour les musulmans saoudiens dont l'armée bombarde les Yéménites. Elle se pose entre l'Iran et le monde arabe. Elle se pose entre le Pakistan et l'Inde. En fait, elle se pose partout. Ce n'est pas nouveau. C'est l'histoire musulmane depuis toujours. C'est-à-dire tension géopolitique, violence et guerre, c'est l'histoire de l'homme. Et ce n'est pas un élément suffisant, parce que c'est une sunna et c'est une loi céleste divine dans l'histoire humaine. On est comme ça, on est violent, on crée des tensions, etc. Pour moi, ce n'est même pas un sujet. Le sujet de fond, c'est comment on fait pour pouvoir penser demain une communauté musulmane apaisée, qui est respectée, qui a des élites légitimes et qui sont écoutées et qui est capable de rayonner, de dire qu'on peut, effectivement, c'est le nôtre, on peut l'aimer comme tu l'as dit. Parce que Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Juste 10 secondes. Ah ouais, Vraiment. Non, je comprends. Non, vraiment 10 secondes. C'est vraiment 10 secondes. C'est pour ça que je t'avais dit. Je vais prendre 10 la secondes, s'il vous plaît. question Juste 10 secondes. Vraiment 10 secondes. Je te promets 10 secondes. 10 Dans ma parole. secondes. C'est pour ça, en fait, que ce discours, je le tiens avec tous les principes. Et c'est pas pour rien que le prophète nous a dit que le nationalisme, c'est une plaie. Et c'est lorsque la communauté se délectera de ces principes nationalistes que peut-être qu'on arrivera à être sauvé à l'échelle mondiale. C'est tout ce que je veux dire. Wallah. Ok, Mohamed, on continue. Barakallahu fik, frère Wassil. Oui, on continue. J'ai une autre personne juste derrière, c'est peut débloquer. C'est peut débloquer. Salam alaikum. Salam, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Super. Moi, j'aurais juste une petite question, une petite remarque et suivi d'une question. Donc, moi, je suis émigré, on va dire, plutôt petit-fils même d'immigré. Je fais un constat qui est le suivant, c'est que mon grand-père est arrivé avec donc, sa culture, ses principes, etc. Quelques années plus tard, son fils hérite d'une partie de sa culture et que moi, aujourd'hui, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne garde plus rien du tout. Ma question, c'est la suivante. C'est dans un monde aujourd'hui où on est mondialisé de plus en plus, où dans la doxa, on n'arrête pas de déconstruire les cultures, on déconstruit l'histoire, on n'enseigne même plus l'histoire de France à l'école. Ma question, c'est la suivante. Comment nous, musulmans de France, ou plutôt à quoi est-ce qu'on va s'assimiler exactement? Parce que quand je vois aujourd'hui les jeunes Français de mon âge, je me rends compte qu'on est tous mêlés à une espèce de culture qui est un mix entre des cultures, des étrangers, des immigrés qui sont arrivés, et malheureusement très peu de culture française de souche réelle. Et je veux dire, on connaît pas l'histoire de France et on ne sait même pas à quoi ressemble l'histoire de France et à quoi ressemble leur culture. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui nous reste de la culture française réelle, c'est leur gastronomie, à la limite le vin et le khinzir, pour caricaturer le truc. Donc ma question, c'est à quoi est-ce qu'on va s'assimiler, surtout qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que en France, quiconque essaye de parler d'identité française, d'histoire française, est catégorisé avec les fachos, les identitaires, etc. Donc à quoi est-ce qu'on va s'assimiler? Et puis je m'arrêterai là. Merci. Barakallahu fik. Attends, Abdelali, si tu as entendu? Oui, j'ai entendu, oui. C'est une très bonne question parce qu'à l'heure de la mondialisation, vous savez qu'il y a une tension, comment on appelle ça, une dichotomie qui est présente depuis plusieurs années entre est-ce qu'on va mondialiser, finaliser le processus de mondialisation ou démondialiser. La mondialisation sur le plan commercial, technique, industriel, elle a montré ses limites. Le coronavirus l'a montré. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une demande des nations de revenir aux fondamentaux de la culture et de l'identité parce que ça se perd, effectivement. La culture française s'est dissoute par ses propres élites qui, via l'école notamment, ont fait chuter le niveau de langue, ont fait chuter le niveau scolaire, ont déstructuré l'enseignement de l'histoire, etc. Et c'est en ce sens que les musulmans ont un rôle à jouer pour moi. C'est que si c'est les musulmans, effectivement, comme les troupes coloniales, les tirailleurs et autres soldats musulmans qui ont participé
par exemple, à Monte Cassino, les soldats européens n'arrivaient pas à déloger les Allemands parce qu'ils n'étaient pas habitués à la montagne. Et c'est les goumiers marocains et les berbères qui, parce qu'ils avaient l'habitude de la montagne, ont réussi à contourner les Allemands et à faire tomber Monte Cassino, même si on ne leur a pas nécessairement rendu. Et ça, c'est la tradition française et son côté, sa dimension parfois injuste avec son histoire. Et si effectivement les musulmans peuvent participer à une renaissance, hein, j'appelle ça moi la renaissance française, c'est-à-dire que les musulmans peuvent participer aujourd'hui à une renaissance intellectuelle et spirituelle, c'est-à-dire réenchanter la France. Et quand vous dites ça aux gens qui aiment la France, je vous garantis que moi, j'ai vu des gens, des cathos tradis par exemple, qui ont pleuré devant moi quand je leur ai dit ça. Quand je leur ai dit, vous êtes des héritiers de l'Église, la France, effectivement, c'est une grande histoire, elle a marqué le monde. Pour un pays de cette taille-là, c'est impressionnant ce qu'elle a pu faire, alors que la Chine, elle est énorme, elle est restée loin du monde, et pourtant c'est un empire immense. La France a marqué le monde, et j'arrive toujours à convaincre même les plus identitaires en leur disant, les gens des îles n'ont rien à voir avec les Gaulois, ils sont français depuis 3 siècles, ils sont issus du sous-continent indien, c'est des insulaires, mais est-ce qu'au nom du fait qu'ils ne sont pas blancs et de souche et d'origine catholique, est-ce que la France serait prête à renoncer au premier domaine maritime mondial, à la fusée Ariane, aux ressources en nodules de gaz sous-marins, alors qu'elle a un domaine ultramarin qui est immense et qui n'a rien à voir avec la dimension gauloise. Donc effectivement, la France est une longue tradition intellectuelle qui est en train de mourir. C'est une littérature extraordinaire et c'est une identité, en vérité, nous, on doit dépasser. C'est par l'islam qu'on fait ça. On oublie que Quraysh nous a fait souffrir. Parce que Quraysh, c'est aussi le Balara, c'est aussi Souq Uqaz, c'est aussi les poètes, c'est aussi les grands stratèges militaires. Donc Quraysh, ce n'est pas aussi que l'ennemi du prophète. C'est aussi une nation qui va accepter finalement la place de l'islam et qui va donner, dont l'islam et la présence des musulmans qui reviennent à la Mecque donnent une nouvelle impulsion. Eh bien, quand vous leur dites ça, vous leur dites non, il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème sur le plan théologique à être des bédouins arabes venus chez les Indiens et disparaître. C'est-à-dire, au bout de 50 ans, 100 ans, 200 ans, peu importe, on est des berbéro-arabes qui fusionnent avec les Perses ou avec les Chinois ou avec les Indiens, peu importe, et on laisse aux Indiens ce dépôt, cette amana, parce qu'on veut le Jannah pour tout le monde, parce qu'on veut le paradis pour tout le monde. Mais s'assimiler dans effectivement une culture qui est américanisée, qui est mondialisée, qui est déstructurée, c'est un problème, et ça, c'est un enjeu pour nous de dire, et pourquoi nous, ça nous concerne? Parce que les Français de souche, en gros, ils sont nés dedans. Donc, ils ne voient pas ça. Par contre, Tu nous, peux faire vite parce qu'on a encore une question important. derrière et il reste 10 minutes. Ouais, d'accord. C'est important pour nos modèles Tu peux éducatifs. faire- Il y a une question derrière. Ok. Pour nos modèles éducatifs, c'est important de comprendre que nous, comme on a besoin de cette culture française pour nos petits-enfants, nos enfants, on va faire au lieu effectivement de promouvoir le rap, on va peut-être plutôt promouvoir la musique classique et la littérature de haut niveau, parce qu'on veut le meilleur pour nos descendants. Et si on veut que nos descendants soient des du'at et soient des ambassadeurs de cette foi universelle, de ce message universel pour les générations qui arrivent, on se doit de leur donner le meilleur des dînes et le meilleur de la culture. Et effectivement, entre une culture majoritaire qui est chez elle et des dizaines de cultures déracinées, dissoutes, évidemment que le choix se fait que vaut mieux qu'en étant chez les Romains, on devienne des Romains. Barakallahu fik, akhi. Je vais ouvrir le micro pour la sœur Samira. Je vais désactiver le micro. Bismillah. On t'écoute. Oui, salam alaikum. Alors, Ah, c'est pas une sœur, c'est un frère. C'est le mari de Samira, en fait. Afan, excuse-moi mon frère. Ah, J'ai lu ce qui était noté. non, il Je t'en prie. n'y Bismillah, on t'écoute. a pas de souci, merci beaucoup. C'est Moradin, Mohamed. Je suis très content de t'entendre. C'est Morad du club de lecture. Tout le monde me connaît, je crois. Oui, bien sûr. Donc, je vous salue Ça va, tous. Morad. Je te salue toi, Mohamed. Je te salue Abdelali. Je te salue Abdelali. Je salue aussi Wassil aussi qui a posé une question. Je salue aussi Farid que j'ai vu dans les commentaires. Excusez-moi, je salue tout le monde. Et bon, je suis très content de réécouter encore une fois Abdelali. On l'avait invité au club de lecture, il nous avait très bien présenté son article. Moi, ma question, elle est simple parce on a bientôt fini. Parmi les clés que tu proposes, Abdelali, il y a tendre vers une identité unique. Et en fait, parmi ce qu'on propose, parmi ce que peuvent proposer les gens de la communauté, c'est un moufti pour la France, pour les musulmans de France. Alors, qu'en penses-tu? Et comment l'une des clés serait de tendre vers sur une identité unique pour les musulmans de France? Quelle école aurait ce moufti?
sachant que les Maghrébins sont plutôt malikites et les Turcs, qui représentent aussi une vraie force chez les musulmans, sont hanafites. Quelle école choisir? Est-ce qu'on peut dire aux Turcs de devenir malikites ou est-ce qu'on peut dire aux Maghrébins de devenir hanafites? Quelle est ta position sur cette question-là? Merci beaucoup. Écoute, c'est une très bonne question, mais elle est peut-être prématurée dans le sens où tu l'as démontré rapidement en citant les différentes communautés que tu as précisées. C'est très compliqué pour chaque communauté de faire une. Quand on voit l'exemple du Ramadan, je pense qu'il est très, très, très parlant. Il suffit de voir la division qu'il y a sur la question du premier jour du Ramadan pour comprendre à quel point, quand l'islam est enfermé dans des communautés, c'est très. Vous savez que par exemple au Maroc, si vous voulez par exemple enseigner le Coran et que vous ouvrez un institut, si vous choisissez le Hafs, vous avez un contrôle des autorités qui vont vous dire ici c'est du Warsh, parce qu'au-delà de la question du choix théologique, c'est un élément identitaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, idéalement, il faudrait que les imams et les théologiens de France puissent désigner une hiérarchie religieuse, même s'il n'y a pas de clergé en islam, et que l'idée d'un moufti, ou en tout cas d'un collège cultuel accepté par tout le monde, ça serait l'idéal. Mais comme on est toujours enfermé dans nos communautés ethnoculturelles, ça va être très compliqué d'y arriver. Par contre, ça serait effectivement un but à atteindre qui faciliterait beaucoup de choses, qui faciliterait beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de l'organisation des communautés et des diasporas musulmanes de France, c'est impossible à mettre en route, malheureusement. Et à vrai dire, moi, je préfère, même s'il y avait parfois, sur le plan stratégique, on peut considérer que s'il y a aujourd'hui une dizaine d'États derrière les diverses communautés musulmanes implantées en France, qui jouent chacun un rôle différent, entre avoir 10 États sur lesquels d'ailleurs on ne peut pas agir, puisqu'ils sont loin, entre un islam structuré, parfois même peut-être de façon autoritaire par l'État français, et même si ça nous gêne, même si c'est dérangeant, quelque part, c'est peut-être mieux d'avoir une autorité étatique unique dont nous sommes des électeurs, c'est-à-dire qu'on peut caricaturer, puisqu'on est dans le thème en ce moment, alors que aller dire ce que vous voulez à Erdogan ou au roi du Maroc, il n'en a rien à faire. Il a sa stratégie, il a sa politique, il a sa vision. Et même l'islam, les choix, c'est-à-dire l'argument théologique, est un outil géopolitique. Et voilà, c'est comment dirais-je, le choix, que vous le savez très bien, avec l'Arabie Saoudite, par exemple, ce qui est halal aujourd'hui peut devenir haram demain. Le Malik peut faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, les choix théologiques sont un outil politique. Sont un outil politique entre les mains du pouvoir. Et ça me dérange beaucoup. Donc, je préférerais réduire les incertitudes. Et si on doit avoir une tutelle étatique, autant que ce soit effectivement l'État français qui s'impose, et qu'ensuite, dans un second temps, les générations structurées, plus dans le rapport de force sociale, plus posées, pourront proposer autre chose et changer les éléments. Mais aujourd'hui, on est face à une dizaine d'États, dont l'État français, qui aujourd'hui jouent avec la question musulmane comme ils veulent, et on n'a absolument aucune capacité d'agir. Voilà, j'espère que Mourad a répondu à ta question. Barakallahu fik, Abdel Ali. On va clôturer. Tu as encore quelque chose à rajouter? Il n'y a pas une question là qui arrive, il y a un nouveau message encore. Il reste 4 minutes, je ne le vois pas. Tu vois? Donc, pas d'école jurisprudentielle. Voilà, c'est le message que je vois. On ne t'entend pas, Mohamed. Hein? Tu m'entends pas là? Là, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends très bien là. Je disais qu'il y a une question sur l'école jurisprudentielle. Est-ce que tu as 2 minutes pour répondre? Comme ça, on termine. Non, moi j'appelle à la création d'une école française de théologie. C'est-à-dire qu'au-delà des madahib, comme il existe même si effectivement les madahib ont marqué l'histoire du fiqh et ont marqué l'histoire de la théologie partout dans le monde musulman, ils l'ont marqué là où l'islam est majoritaire et là où effectivement il peut influencer le droit et être soit religion d'État, mais en tout cas impacter la vie sociale et économique et politique du pays. En l'occurrence, nous, on doit se penser minoritaire. Ça aussi, c'est un autre sujet. Ça fait partie des sujets sur lesquels je réfléchis, que je n'ai pas abordé ce soir. Mais un autre élément très, très, très important, c'est qu'il faut que les musulmans de France restent minoritaires. C'est-à-dire qu'il faut penser notre présence en tant que minorité organisée, active, puissante, respectable, respectée et actrice, mais pas comment dirais-je, comme des grosses minorités, voire une majorité dans certains endroits, parce que là où on remarque malheureusement, où les diasporas musulmanes sont majoritaires, je pense que les plus antiracistes des musulmans, les plus défenseurs de l'immigration des musulmans,
c'est les derniers à vouloir mettre leurs enfants dans les quartiers où les musulmans sont majoritaires, malheureusement. Parce que quand on est majoritaire et qu'on est entre nous, il suffit de voir l'organisation de nos chaussures à l'entrée de nos mosquées pour voir notre capacité, lorsqu'on est qu'entre nous, à faire du positif. Donc, je pense qu'il faut penser les musulmans comme une minorité en France, une minorité qualitative qui est capable de penser son futur. Et surtout, c'est le plus important parce que tout ça, c'est du débat, on discute, on est d'accord, pas d'accord. Mais vous savez, le temps passe vite. Le temps passe très, très, très vite. Moi, personnellement, j'approche de la cinquantaine. Comme vous le savez, je suis beau-père. Un jour, je vais être grand-père. Et en vérité, le temps passe tellement vite que demain, c'est fini. Demain, à 60 ans, 70 ans, 80 ans, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Moi, je connais des frères qui ont été acteurs de l'islam de France, sont décédés aujourd'hui et ils ont des petits-enfants. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va laisser comme discours, comme outil de compréhension de notre réalité à nos petits-enfants, qui sont 6 heures par jour sur les écrans, qui ont une relation à l'islam qui est très, très légère. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui arrivent, qui sont des générations connectées, mondialisées, sans identité réelle, sans forte identité. Et quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne sais pas que tu es de Banu Foulan et que tu as une lignée connue, tu ne peux difficilement te situer dans l'histoire et tu ne pars pas à la conquête du monde. Voilà. Barakallahu fik, tu as fait la transition. Barakallahu fikum à tous. Je suis désolé, c'était une première. On a eu des petits problèmes de son au départ. En tout cas, je vous invite la semaine prochaine pour une autre séance de Zoom. Et là, ce sera avec le frère Marwan Mohamed, que vous connaissez tous. Et le sujet, ce sera préparer l'avenir. Mohamed, on t'entend pas bien. Vous ne m'entendez pas du tout là? Non, je pense que tu es loin du micro. Je suis loin du micro. Je vais recommencer. Barakallahu fikum à tous. C'est bien là. C'est beaucoup mieux, ça risque de couper. Je suis désolé pour la première, on a eu des problèmes de son. Inch'Allah, la semaine prochaine, ça se passera beaucoup mieux. Abdel Ali a fait la transition. On accueille Marwan Mohamed la semaine prochaine à 20h. Le sujet, ce sera préparer notre avenir pour nous et nos enfants. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à 20h. Barakallahu fikum à toutes et à tous. Voilà. Merci, frère Abdel Ali, d'avoir consacré autant de temps. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez mon mail, si vous voulez échanger par ailleurs, je vous laisse mes coordonnées. Comme je vous laisse ça, le mail avant que ça disparaisse. Voilà, je l'ai mis sur l'écran, là, vous pouvez regarder. Voilà, Barakallahu fik, Mohamed, merci et Wassil pour avoir organisé ça et peut-être une autre fois, Inch'Allah. C'est pas moi qui ai organisé ça, c'est Saleh. Saleh, oui, Wassil, excuse-moi. Saleh et Mohamed. Voilà, Wassil, ça va organiser la prochaine fois. Allez, Barakallahu fikum à toutes et à tous. Salam alaikum. À jeudi prochain, Inch'Allah.